On en a déjà parlé dans le premier épisode de cette série. L'IA est en train d'atteindre des facultés surhumaines pour certaines tâches médicales, notamment en termes de diagnostic médical. Et là, je sens les médecins parmi vous froncer des sourcils, descendre dans la partie commentaires et prêts à me reprocher ma condescendance. C'est un réflexe qui n'est d'ailleurs pas spécifique à la médecine. Même les chercheurs en IA ont tendance à surestimer leurs facultés vis-à-vis de leurs machines. Les experts en IA estiment ainsi que le métier de chercheur en IA sera le dernier remplacé et le sera bien après le moment où l'IA atteindra des facultés surhumaines. Alors que par définition, l'IA de niveau humain est définie comme celle surpassant tout humain dans toute tâche. Bref, quel que soit notre métier, on a tendance à se voir plus beau et plus irremplaçable que l'on ne l'est. Alors qu'à bien y réfléchir, il y a souvent de nombreuses parties de nos jobs où l'humain n'excelle pas particulièrement. Et avant d'en arriver à un stade où la médecine sera largement automatisée, pour le bien des patients, il pourrait bien être dès à présent souhaitable de déléguer certaines tâches à la machine. Tiens, Primum, toi qui es médecin, t'en penses quoi ? Salut Lé, et qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que le patient prime. Et si en termes de diagnostic, elle arrive statistiquement à faire mieux que l'humain, alors l'IA peut être utile et il faudra l'utiliser, car sinon, c'est une perte de chance pour le patient. On peut illustrer cela avec 3 exemples. Ainsi, début 2017, une collaboration d'informaticiens et de médecins de l'université de Stanford a réussi à construire une IA qui, à partir de photographies d'irrégularités au niveau de la peau, diagnostique les cancers de la peau avec plus de justesse que des dermatologues. On va simplifier le problème en 3 grandes situations. Soit la lésion est bénigne, et il va falloir la prendre en charge, mais c'est pas trop ce qui va nous intéresser ici. Soit c'est un cancer de la peau très fréquent, mais pas très agressif et peu mortel, qu'on appelle le basocellulaire. Soit c'est un des autres types de cancer de la peau, plus rare, mais pour le coup plus agressif et plus mortel, voire très agressif et très mortel. On pense en priorité au mélanome. Le traitement principal des cancers de la peau, c'est la chirurgie. Il faut enlever la lésion. Mais pas que. Il faut également enlever une zone de sécurité autour de la lésion qu'on appelle une marge. Et cette marge, elle va dépendre du type et de l'agressivité du cancer. Pour les basocellulaires, il faut prendre entre 5 mm et 1 cm de marge de plus autour de la lésion. Pour les autres types de cancers, c'est entre 1 et 3 cm de marge en plus autour de la lésion. C'est-à-dire que si vous avez une lésion de 5 mm de mauvais pronostic, le trou qui va être fait mesure 6,5 cm de diamètre. C'est ça, 6,5 cm de diamètre. Sur le dos ou l'abdomen, ça pose pas trop de soucis, mais à d'autres endroits, comme le crâne ou le visage, c'est beaucoup plus complexe à reconstruire. Donc ce qu'on aime bien, c'est de faire des diagnostics précoces. 1. Ça évite les maladies trop étendues et trop avancées. 2. Ça évite les séquelles trop importantes. Ça, c'est d'un point de vue purement médical, que ce soit pour le patient ou techniquement. Mais si vous rajoutez en plus le volet économique à l'affaire, il est évident qu'un cancer dépisté tôt génère moins de dépenses pour la collectivité. Donc, c'est un intérêt majeur. Deuxième exemple, au milieu de l'année 2017, une autre équipe de Stanford est parvenue à concevoir une autre IA capable de mieux détecter les arythmies cardiaques que des cardiologues à partir d'électrocardiogrammes. Pour l'électrocardiogramme, c'est un peu le même problème. C'est un examen que tous les médecins apprennent à lire, mais c'est très rigoureux et il y a énormément de subtilités et beaucoup de pièges. Ça permet par exemple de faire des diagnostics d'infarctus. Ça, c'est quand une artère du cœur se bouche et donc le cœur n'est plus alimenté en sang ni en oxygène, ce qui peut rapidement conduire à la mort suivie de décès. Mais ça permet également des diagnostics plus subtils, par exemple ce qu'on appelle des troubles de conduction. Ce sont des pathologies qui altèrent la conduction du message électrique responsable de la contraction du cœur. Et croyez-moi quand je vous dis que c'est un message qui nécessite une séquence très précise. Il est assez facile pour un humain de passer à côté de ces pathologies, car il s'agit de points subtils de l'analyse comme des temps de pause un petit peu trop longs ou des signes d'excitation électrique un petit peu précoces. Ces pathologies, elles sont pourvoyeuses de mort subite par arrêt cardiaque brutal. Ça serait donc pas mal de les repérer en amont. Et pour le coup, il serait plutôt facile pour une IA d'apprendre à les repérer, du fait du volume d'exemples disponibles et de la systématisation de l'analyse par l'IA. Et donc là, pareil, on comprend l'intérêt de diagnostiquer efficacement et précocement ces problèmes, tant pour le patient, pour lui éviter des complications et des séquelles comme des paralysies, des insuffisances cardiaques ou des décès, que pour la communauté d'un point de vue économique. Moins de problèmes, ça veut dire moins de soins, moins de traitements, moins de complications, moins de dépendance et des gens en meilleure santé. Et donc, moins de dépenses au niveau individuel, mais également collectif. Enfin, fin 2017, une troisième équipe de Stanford a cette fois surpassé les performances des radiologues dans la détection de pathologies pulmonaires à partir de radiographies standards du thorax des patients. La finalité, elle est encore une fois la même. Améliorer le diagnostic, c'est améliorer la prise en charge et diminuer les complications et les séquelles. La problématique avec la radio de thorax, elle est assez proche de la problématique de l'ECG, à savoir que l'interprétation de l'examen est complexe et soumise à plein de pièges, donc on peut se tromper.
À la différence que l'ECG est un examen qui est en général précis, avec des pièges parfois très subtils, alors que la radio de thorax est un examen de débrouillage, parfois grossier, même s'il y a des subtilités, et donc beaucoup plus permissif aux erreurs. La radio de thorax, c'est quelque chose de compliqué. Et bien entendu, il s'agit là de 3 succès parmi d'autres. Il y a probablement bien d'autres tâches que les IA sauront mieux résoudre que les experts humains. Cependant, il faut faire attention à ne pas déployer les IA dans des cas où les diagnostics des IA ne sont pas clairement supérieurs aux experts humains. Ouais, mais donc est-ce que tu saurais caractériser les cas où les IA ont des chances de surpasser les médecins? C'est pas évident à dire, notamment sachant la vitesse des progrès en IA. Mais les tâches dont on a parlé aujourd'hui ont toutes quelques caractéristiques communes qui font que leur succès pouvait être raisonnablement attendu. En particulier pour toutes ces tâches, on dispose de beaucoup de données étiquetées. Autrement dit, on dispose d'un grand nombre de photos d'irrégularités de la peau et on sait pour beaucoup de ces photos si les patients ont contracté un cancer de la peau ou non. Or, lorsqu'on a tant de données étiquetées, on peut faire de l'apprentissage dit supervisé. C'est l'apprentissage dont on a parlé dans l'épisode 8. Et en gros, aujourd'hui, quand il s'agit d'apprentissage supervisé, surtout sur des images, dès qu'on a suffisamment de données, on peut être raisonnablement confiant qu'une IA surpassera l'humain. Ouais, sauf que l'examen médical et la démarche diagnostique, c'est pas que regarder une radio, un ECG ou une lésion cutanée. Il y a aussi une partie d'interrogatoire clinique avec recherche d'antécédents par exemple, ou recherche de signes cliniques particuliers. Et le médecin, il doit aussi questionner, établir une relation de confiance, rassurer, accompagner, etc. Et ça, les IA qui ne font que de l'apprentissage supervisé, elles ne savent pas faire. En fait, il semble que pour devenir bien plus utiles en santé, les IA vont devoir grandement progresser. Elles devront notamment réussir à utiliser des notions de bon sens ou une connaissance globale de l'anatomie humaine afin d'effectuer des diagnostics de maladies dont elles ne disposent que de peu de données. Ce problème de raisonnement en présence de peu de données pertinentes est en fait plus généralement connu sous le nom de one-shot learning. Et il s'agit de l'un des grands défis de la recherche actuelle en intelligence artificielle que l'on semble encore très loin d'avoir résolu. De façon plus générale, il faut réussir à se rendre compte que parmi l'ensemble des tâches utiles pour soigner optimalement un patient, si certaines sont mieux résolues par des IA, aujourd'hui, la plupart leur sont assez inaccessibles. Et qui plus est, comme on parle de santé, une IA qui marche souvent ne suffit pas. Même si elle fonctionne bien 99% du temps, si elle risque de complètement dysfonctionner pendant le 1% restant, alors 1% des patients risquent alors la mort. Or, en IA, il est souvent relativement aisé de concevoir une IA avec un taux de réussite de 80%, mais il peut être extrêmement difficile de lui faire atteindre un taux de réussite de 99,99%. Une approche qui semble plus prometteuse pourrait alors être d'aider l'IA à mieux cerner l'étendue de son ignorance, de sorte qu'elle sache identifier les cas où le patient est clairement malade, ceux où il est clairement sain, mais aussi les cas où l'IA n'a pas suffisamment d'expertise pour trancher et doit alors faire appel à un médecin. Autrement dit, comme tout humain, l'IA doit prendre conscience de l'étendue de son ignorance. Cependant, même si une IA a un taux de réussite de 99,99%, il restera toujours des cas où elle aura tort et donc se trompera et où elle causera des morts. Et il se posera donc la question de la responsabilité. Quand il y a une erreur médicale, et je ne parle pas d'aléa thérapeutique, mais bien d'erreur, il y a au moins un responsable. Le médecin est responsable de ses actes. Mais si on délègue à une machine, même très performante, qui ne fait une erreur que dans 1 cas sur 1 million, qui est responsable en cas d'erreur ? Le médecin ou la structure qui utilise la machine, le constructeur, les programmeurs, les législateurs qui autorisent l'utilisation de la machine, c'est le même problématique qu'avec les voitures autonomes. Ça fera probablement mieux que l'humain, mais s'il y a une faute, qui en prend la responsabilité ? Ce sont des questions qui doivent se poser en amont de l'utilisation. Bref, l'application de l'IA en santé, comme partout ailleurs, soulève de nombreuses questions éthiques inédites dans l'histoire de l'humanité. Et il ne va sans doute pas être facile de débattre de manière calme et raisonnée. D'autant que dans le futur, l'IA pourrait avoir bien d'autres applications encore en santé. De nombreuses IA cherchent ainsi à anticiper les épidémies à l'aide de vos activités sur le web pour mieux se préparer à les combattre. D'autres IA cherchent aussi à contribuer à l'organisation des hôpitaux en gérant par exemple le planning du personnel et la répartition des lits et des places. Et à plus long terme, les IA pourraient effectuer un travail de veille pour suggérer aux médecins les derniers traitements en date, voire directement participer à la conception de nouveaux médicaments. Enfin, sur le très long terme, elle pourrait collecter toutes sortes de données génomiques et physiologiques, par exemple à l'aide de montres connectées, pour toujours mieux diagnostiquer vos potentielles pathologies, et ce, à faible coût et de manière peu intrusive, et ainsi vous proposer des traitements très personnalisés. Mais pour en arriver là, il va falloir que, à l'instar des études de Stanford, informaticiens et médecins travaillent main dans la main avec l'objectif de tout faire pour le bien des patients.
Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un grand merci à François de la chaîne Primum Non Nocere, sans qui cette vidéo aurait été très compliquée à écrire. Et c'était vraiment génial pour moi d'avoir un médecin avec qui travailler sur ce genre de questions, pour notamment mieux comprendre quelles sont les difficultés, les enjeux des médecins. Voilà, je pense vraiment que pour faire des progrès des applications de l'IA en santé, il va falloir absolument qu'il y ait une collaboration, ce genre de collaboration en tout cas, entre des gens qui connaissent très bien la médecine et des gens qui connaissent très bien l'intelligence artificielle. Quand on y réfléchit, c'est quand même une chance inouïe que l'on a sur YouTube d'avoir toutes ces expertises diverses et variées et qu'on puisse avoir des collaborations interdisciplinaires. Et voilà, merci François pour sa participation. Et je recommande vivement sa chaîne, notamment par exemple ses vidéos sur le cancer ou sur les maladies vaccinales, pour se rendre compte que ce sont des maladies qui sont vraiment très graves. Et du coup, il faut vraiment utiliser des technologies très avancées comme les vaccins ou la chimiothérapie qui peuvent avoir certains défauts, notamment dans le cas de la chimiothérapie. Mais c'est vraiment pour lutter contre un mal qui est vraiment horrible. Donc voilà, je recommande vivement les vidéos de Primum. La dernière fois que je vous ai parlé du problème des assurances, notamment dans une époque de big data et d'intelligence artificielle, où toutes sortes de données sont collectées qui vous concernent et qui du coup peuvent affecter les prix des assurances que vous payez, je vais partager avec vous un peu mon inquiétude vis-à-vis de certaines vidéos que j'avais vues, tout en confessant l'étendue de mon ignorance, notamment sur les considérations juridiques vis-à-vis de ces assurances. Et Richie120 a laissé un commentaire absolument génial qui parle des réglementations qui existent, dans le cas en tout cas des assurances santé. Notamment, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a pas mal de mesures qui ont été prises assez récemment, notamment depuis une dizaine d'années apparemment, d'après le commentaire de Richie. Et notamment la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est très active sur ce sujet-là. Donc en France, en fait, ça se passe relativement bien. On est assez concerné par ce genre de craintes. Malheureusement, c'est pas forcément le cas à l'étranger. En fait, la CNIL, et à ma connaissance, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression de me tromper. En France, on a vraiment la chance d'avoir ce cas assez particulier de la CNIL qui est très puissante et très influente. C'est beaucoup moins le cas à l'étranger, enfin le pire étant notamment aux États-Unis, où les prix des assurances, notamment en santé, sont incroyablement personnalisés. Et c'est pour ça que, surtout aux États-Unis, les informations de santé sur vos dossiers médicaux ont vraiment une valeur énorme, et que notamment le problème de la protection des données privées aux États-Unis est vraiment très problématique. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la réglementation RGPD sur la protection des données privées est une réglementation de l'Union européenne et pas des États-Unis. Ceci dit, Richie120 ajoute que ces réglementations sont particulièrement contraignantes dans le domaine de l'assurance santé, mais qu'en est-il des autres assurances, habitation ou voiture? Voilà, la question est ouverte, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais voilà, je pense que ça serait pas mal de réfléchir un peu à ces différentes problématiques. Joanne64 rajoute que finalement les impôts sont une forme d'assurance, et en fait c'est vraiment le cas si vous y réfléchissez. Non seulement ça participe à la distribution des richesses, mais c'est aussi une forme de, voilà, on va avoir accès à des choses qui vont nous permettre d'avoir une sécurité par rapport à des cas particulièrement catastrophiques. Donc, par exemple, s'il y a un tsunami, voilà, il va y avoir des aides souvent gouvernementales, et du coup ça marche indirectement comme une certaine forme d'assurance, une certaine forme d'aide aux personnes qui subissent des accidents dramatiques. D'une façon plus générale, on peut voir les impôts comme étant une forme de don caritatif. On donne en fait pour une institution qui va ensuite essayer d'aider le plus grand nombre de manière la plus efficace possible. Alors bien sûr, les institutions publiques ne sont pas forcément très optimales et il y a pas mal de gâchis. Il reste néanmoins qu'il s'agit d'une très bonne façon d'aider un maximum de personnes. Peut-être l'une des manières les plus efficaces en fait de venir en aide au plus grand nombre, c'est tout simplement de payer des impôts. Et du coup, je trouve ça souvent assez dommage que la notion de payer les impôts est souvent associé à quelque chose de mal. On aime se plaindre de payer les impôts, alors que finalement ça revient à se plaindre de devoir être un petit peu altruiste. Donc se plaindre de payer des impôts, finalement c'est un acte profondément anti-altruiste, un truc profondément égoïste au final. Et bien sûr, le problème souvent, c'est qu'on associe impôt avec gouvernement, et on est assez hooligan par rapport au gouvernement. Du coup, on n'a pas envie de donner nos impôts lorsque le mec qui est au pouvoir est quelqu'un que l'on n'aime pas. Mais j'ai envie de dire que cette personne qui est au pouvoir n'est pas celle qui utilise le plus cet argent public. Et il y a énormément d'institutions publiques qui ont vraiment besoin de cet argent pour essayer d'aider aussi bien que possible le plus grand nombre. Dr Apéron notamment souligne que ce système, notamment via la sécurité sociale, est finalement vraiment un système d'assurance non personnalisé qui va chercher vraiment à aider notamment les personnes qui en ont le plus besoin, et en cela c'est quand même quelque chose de très vertueux, et que c'est finalement, ça répond vraiment à cette notion d'essayer de venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Ceci dit, je vais quand même mettre un bémol à cela,
Voilà, en tant que théoricien des jeux, il y a toujours quelque chose auquel j'aime bien réfléchir, c'est la notion d'incentives. Quels sont les incentives qui sont donnés à un système centralisé par un gouvernement via une sécurité sociale par opposition à un système très libéral où on aurait des assurances privées. Ce qui est intéressant dans le cas privé, c'est que le privé va quand même chercher à donner des incentives aux gens d'essayer de se comporter de manière à réduire leur coût individuel, qui revient aussi du coup à diminuer le coût de l'assurance pour la société. Donc typiquement, si on sait que les prix des assurances vont augmenter si on fume de la cigarette, ça donne un incentive individuel à moins fumer, ce qui va ensuite réduire les coûts de la prise en charge du cancer potentiel du poumon, et du coup diminuer le coût que devra payer toute la société. Donc finalement, ce genre d'incentive est finalement socialement pas mal, même s'il a pour conséquence que du coup la personne qui fume parce qu'elle est dans un environnement qui pousse à fumer et c'est difficile d'arrêter de fumer, va devoir payer un prix d'assurance qui est plus élevé qu'il ne serait si tout le système était entièrement centralisé par une sécurité sociale. Et de l'autre côté, il y a aussi pas mal d'incentives du côté des assureurs de diminuer autant que possible les coûts de gestion, notamment s'il y a des concurrences entre différentes assurances. Et ça, malheureusement, c'est un incentive qui disparaît un petit peu dans le cadre de la sécurité sociale, où on va du coup beaucoup moins chercher à avoir un système efficace, fluide, qui consomme aussi peu de ressources que possible. Bref, c'est pas tout blanc, tout noir, je dirais qu'il y a quand même des avantages à ce que les systèmes d'assurance soient pas entièrement publics, tout comme il y a des problèmes à ce qu'elles soient entièrement publiques. Donc je pense que sur ce genre de questions, il faut essayer de faire attention à ne pas être trop hooligan et vraiment essayer de peser le pour et le contre, et sans doute qu'un bon compromis est finalement quelque chose d'assez souhaitable, un système partiellement libéral mais quand même pas mal régulé. En tout cas, si on se donne pour objectif de prendre en charge aussi bien que possible un maximum de personnes qui en ont le plus besoin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va continuer à voir un peu les applications de l'IA qui ont des conséquences sociales assez importantes. Notamment, on parlera de la relation entre l'IA et l'environnement. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au tipeur pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est ce que je vais dire maintenant. Le cancer n'est pas synonyme de décès. Avant, c'était le cas, oui. Au début du XXe siècle, c'était le cas. Au milieu du XXe siècle, c'était encore le cas, mais aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Avec l'intelligence artificielle, le contact entre l'expert et les personnes du secteur est vital. Que ce soit au point de vue pragmatique ou au point de vue théorique. Il y a quelques années, Emmanuel Candès, mathématicien en poste à Stanford, l'un des experts dans certains domaines d'intelligence artificielle, nous parlait de sa collaboration suivie avec des médecins dans un hôpital pour mettre au point de nouvelles techniques d'analyse du signal qui permettent de réduire d'un facteur 8 le temps qu'il vous faut pour passer dans un scanner. Un exemple de collaboration passionnante qui ouvre de nouvelles voies et de nouveaux rêves dans le dialogue entre la mathématique et les autres disciplines.